Aujourd'hui, je suis très content de vous présenter un modèle un petit peu atypique, un petit peu original, c'est le Parrot Anafi AI. Alors c'est plus une gamme qui est destinée à une utilisation professionnelle, déjà par le tarif, puisqu'il est vendu à 4 000 € hors taxe, soit 4 800 € TTC. Je vais le comparer au Mavic 3, puisqu'un Mavic 3 Ciné, on est à 4 800 € également. Même si moi, je n'ai qu'un Mavic 3 standard, entre guillemets, on va voir qu'au niveau comparaison, eh bien, il y a quand même des similitudes. Alors, ce Parrot Anafi AI, il est constitué donc d'une forme originale, hein, comme on peut le voir, donc inspiré du monde naturel. Alors, on a l'organe principal, la caméra, qui est stabilisée sur plusieurs axes mécaniques. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Donc, propre au Anafi, elle va pouvoir s'orienter vers le haut ou vers le bas. Donc, on a vraiment une plage d'utilisation très large. Ça va permettre de faire par exemple des inspections par le dessous. Et elle est également orientée latéralement. Donc on a une stabilisation hybride, à la fois mécanique et électronique. On a un capteur 1,5 pouce, 48 mégapixels. On reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo sur la qualité d'image. Autour de cette caméra, on va trouver deux capteurs qui vont être donc les capteurs de proximité, les capteurs de détection d'obstacles qui pivotent. Et ça, je trouve ça super intelligent d'avoir fait ça. C'est vraiment quelque chose qui est relativement efficace. En fonction de la trajectoire du drone, eh bien, ces détecteurs vont s'orienter pour élargir le spectre, pour scanner littéralement l'environnement dans lequel le drone va évoluer. Si le drone va vers l'avant, les capteurs sont vers l'avant, et lorsqu'on fait une marche arrière, les capteurs pivotent et s'orientent vers l'arrière. Parrot parle d'une détection d'obstacles omnidirectionnelle. Je ne suis pas vraiment d'accord, puisque certes, ils ont un spectre relativement large sur l'avant, et qui évolue en fonction donc, des mouvements du drone. Sauf que si vraiment on est latéral au drone, et si on fait un mouvement complètement sur le côté, et bien là, les capteurs ne vous voient pas. Donc attention, pour moi, ce n'est pas une détection omnidirectionnelle. Mais il faut reconnaître que le système est très ingénieux. Et l'avantage, c'est qu'on va diminuer donc, le nombre de capteurs sur le drone, puisqu'on n'en a que deux, alors que si on en avait derrière sur les côtés, eh bien, ça triplerait au moins le nombre de capteurs, donc en termes de coût déjà, mais aussi en termes de calcul et de travail. Là, ce sont les deux mêmes capteurs qui travaillent tout le temps. Donc c'est à mon avis une optimisation au niveau des performances du drone. On a aussi donc sur le dessous des capteurs qui vont nous permettre de gérer la hauteur par rapport au sol. Le concept de ce drone qui ressemble un petit peu à un insecte effectivement, c'est la batterie sur l'arrière qui prend une part assez importante parce que si je l'enlève, eh bien on voit que déjà il ne reste plus grand chose sur le drone, donc il est assez léger. Alors personnellement, je trouve qu'il est un petit peu plus encombrant qu'un Mavic 3 par exemple, de par sa forme, même si en poids on est sur des données similaires puisqu'on est un peu moins de 900 grammes. On a les hélices qui sont similaires à celles qu'on pouvait trouver sur l'Anafi USA, qui sont des hélices pour optimiser les performances et le bruit. Alors j'ai fait des essais comparatifs et je m'attendais à ce que ce soit moins bruyant entre guillemets. Je le trouve assez bruyant ce drone, alors que les gammes précédentes étaient plutôt silencieuses. Mais là, si je le compare par exemple au Mavic 3, je trouve que le Mavic 3 a un bruit plus sourd et moins bruyant que cet Anafi AI. Cette batterie offre d'un point de vue théorique 32 minutes de temps de vol. Donc on sait que c'est toujours un petit peu moins. Là, on est quasiment sur 10 minutes de moins presque par rapport à un Mavic 3. Au niveau des batteries, on a un chargeur qui permet de charger plusieurs batteries en même temps. Donc ça, c'est plutôt appréciable lorsqu'on connaît les batteries DJI qui se rechargent une par une. Là, on va pouvoir charger deux batteries de manière simultanée. Sur les côtés, on va avoir un emplacement pour la carte micro SD, même s'il est équipé d'un enregistrement ou une mémoire interne. On a sur la droite un logement pour la carte 4G, puisque c'est un drone qui va pouvoir fonctionner sur à la fois donc, la bande des fréquences Wi-Fi, comme on connaît traditionnellement, et également donc, sur la bande des 4G. Donc ça, c'est un avantage majeur, surtout pour une utilisation en milieu urbain, donc pour une utilisation professionnelle. Ça permet de sécuriser la liaison. Si le Wi-Fi, par exemple, commence à faiblir, eh bien, il va basculer automatiquement, puisqu'il va scanner automatiquement régulièrement la qualité de la transmission et il va basculer sur la connexion 4G si le Wi-Fi s'amenuise. C'est quelque chose qui selon moi va se développer, même si actuellement au niveau des textes
J'ai pas trouvé de texte qui officialise et qui disent que c'est autorisé pour l'utilisation d'un drone, mais il n'existe pas non plus de texte qui l'interdisent. Et d'un point de vue réglementation, à ce jour, il n'est pas homologué CE drone. Je ne sais pas s'il le sera un jour, j'ai posé la question, j'attends la réponse. Si c'est le cas, bien sûr, j'épinglerai un commentaire suite à cette vidéo. Ce drone, il est livré avec un contrôleur de vol dédié qui peut accueillir un smartphone ou une tablette, type iPad mini par exemple. Il est compatible uniquement avec iOS pour le moment. L'application donc FreeFlight 7 est compatible que sur iOS au moment où j'enregistre cette vidéo. L'application Android est en développement, mais ça fait déjà très longtemps. Je ne sais pas si elle arrivera un jour. Donc si vous voulez utiliser un Anafi AI à l'heure actuelle, il faut impérativement donc avoir un iOS. J'aime beaucoup le système de smartphone ou de tablette qui vient se fixer à l'intérieur. Ça permet d'avoir différentes tailles de smartphone, d'avoir l'écran bien au milieu. Malheureusement, c'est un peu large. Avec un iPad mini par exemple, eh bien, on est obligé de lâcher souvent les manches pour appuyer, pour gérer l'application. Je trouve que le contrôleur est un petit peu lourd à l'usage au final. Et sur un vol complet où on enchaîne les vols, lorsqu'on doit gérer pas mal de choses sur l'application, sur l'écran, à chaque fois, il faut lâcher une main. Et je trouve que ce n'est pas très pratique. On a des commandes pour l'inclinaison de la caméra ou le zoom. Alors, ce n'est pas une molette, c'est un petit curseur qui est assez fort au niveau de l'effort. Je préfère une molette personnellement, mais bon, peut-être c'est une question d'habitude. On a le déclenchement donc pour la prise vidéo ou alors le recentrage de la caméra. Au niveau des manches, là encore, je trouve que l'effort est assez important et je trouve que ça manque un petit peu de précision sur la réaction du drone. On a le bouton retour à la maison et le bouton de décollage ou d'atterrissage automatique puisque on ne peut pas le décoller en manuel. En fait, il faut se servir du bouton dédié pour cela. Ce drone, il est vendu dans une mallette de transport qui protège donc l'ensemble, qui est résistante. Et quand on l'ouvre, c'est assez inhabituel. On a plutôt l'impression d'ouvrir ou d'être dans l'atmosphère de haute couture ou comme si c'était un bijou. Donc c'est très esthétique. Le côté pratique, je ne sais pas si c'est vraiment adapté. C'est du plastique très glossy en fait. Et par exemple, n'importe quel moucheron ou quoi, ça se voit tout de suite sur le drone. Et au niveau du contrôleur, là encore, c'est un plastique très brillant. Je ne sais pas si c'est vraiment adapté à de l'usage professionnel. Ça fait très joli. Maintenant, il faudra voir dans le temps si c'est aussi résistant que ça n'est esthétique. Ce drone, il est résistant aux intempéries, c'est-à-dire que tant que vous allez voir ce qui se passe au niveau de la caméra et qu'il n'y aura pas trop d'eau dessus, eh bien le drone, lui, il va résister aux intempéries. Parrot insiste aussi sur le fait que ce sont des données sécurisées, donc ce drone-là est aussi conçu pour garder un maximum de données personnelles comme vous le souhaitez, c'est-à-dire que c'est sécurisé sur des serveurs cloud sécurisés, il n'y a aucune donnée qui ne peut fuir entre guillemets sans votre consentement. Donc ça, c'est une des choses aussi sur lesquelles Parrot insiste beaucoup. Alors maintenant, d'un point de vue qualité d'image, photo ou vidéo, en photo, on peut prendre des RAW ou des JPEG. C'est sûr que ce drone-là est quand même destiné à des missions de photogrammétrie, de topographie, donc Parrot insiste beaucoup là-dessus, on le verra dans l'application, c'est vraiment quelque chose qui a été pensé pour. En termes de qualité d'image, on est quand même sur un capteur 1,5 pouce. Je l'ai comparé au Mavic 3, je vous laisse juger par vous-même la qualité en photo. On a plusieurs modes de prise de vue. On peut faire des time-lapse, des GPS-lapse, c'est-à-dire que là, on va déterminer une distance entre chaque prise. Ça permet de prendre des clichés très précis à distance équivalente. On pourra également faire des panoramiques avec l'avantage d'avoir une caméra qui va pouvoir prendre des clichés vers le haut. Et on a aussi le mode bracketing ou alors prise de vue en rafale. Malheureusement, en prise de vue panoramique, on n'aura pas la possibilité d'enregistrer au format RAW. Enfin, en tout cas, j'ai pas réussi. Donc, ce sera que du JPEG. Donc, si vous voulez le retravailler derrière, je trouve ça un petit peu dommage. Au niveau de la prise de vue, on ne pourra pas non plus fixer des filtres ND. En tout cas, c'est la réponse que j'ai eue de la part de Parrot. Donc, c'est pas prévu de pouvoir fixer des filtres ND. Je trouve ça un petit peu dommage pour de la prise de vue. On va pouvoir prendre des clichés en 12 mégapixels ou en 48 mégapixels puisque c'est un capteur quad Bayer. Donc, c'est une extrapolation des pixels. Là encore, je vous mets une photo 12 mégapixels et une photo 48 mégapixels pour vous faire votre propre avis. En vidéo, on va pouvoir filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde ou en 1080 avec des fréquences d'image un peu plus élevées.
On va avoir le mode normal, le mode HDR et on va également avoir un mode P-Log. Je vous montre quelques exemples de prise de vue que j'ai comparé au Mavic 3. On va pouvoir zoomer de 2 à 6 fois en fonction du mode ou de la résolution dans laquelle vous êtes. Donc globalement, que ce soit pour de la photo ou de la vidéo, on a à peu près les mêmes options, que ce soit le mode manuel, le mode automatique. En revanche, on n'a pas beaucoup d'assistance. On a l'alerte de surexposition, mais on n'a pas de grille, par exemple, pour aider au cadrage. On n'a pas non plus de son lorsqu'on déclenche, que ce soit en photo ou en vidéo. C'est assez perturbant au début. Donc on a moins d'aide à la prise de vue qu'on pourrait avoir sur d'autres drones, je trouve. Ensuite, on a les différents modes de vol. Donc, on a le mode pilotage, où là, on va avoir un mode film, où le drone va évoluer de manière assez progressive et assez lente, ou alors le mode sport. Quand on est en mode sport, avec détection d'obstacles, on va atteindre des vitesses maximales de 8 mètres secondes. Lorsqu'on va désactiver la détection d'obstacles, on va pouvoir avoir des vitesses bien plus élevées, jusqu'à 18 mètres secondes. Dans ces différents modes, on va pouvoir régler la sensibilité, la réactivité du drone sur le mouvement de lacet, sur l'inclinaison de la caméra. C'est plutôt bien fait. En revanche, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'à chaque fois, il va falloir aller dans les paramètres ou appuyer sur l'écran pour basculer d'un mode à un autre. Parce que là, c'est vrai qu'à chaque fois, il faut rentrer dans l'application, aller dans différents menus. Et je trouve que ce n'est pas optimisé en termes d'ergonomie lorsqu'on est en vol. Et ensuite, on a un mode qui, selon moi, est vraiment fait pour ce drone et c'est une des forces de ce drone, c'est ses capacités en photogrammétrie, puisqu'il est dédié pour ça, enfin vraiment Parrot, encore une fois, insiste dessus. Donc que ce soit de la topographie ou de la photogrammétrie, vous allez pouvoir avoir des missions automatisées que vous allez pouvoir paramétrer dans l'application donc FreeFlight 7 avec le drone. Chose que vous n'aurez pas avec un Mavic 3 standard ou ciné, puisque le SDK n'est pas ouvert à l'heure actuelle. Alors moi je ne suis pas expert en photogrammétrie, donc j'ai juste planifié des missions, je n'ai pas généré le rendu. Et selon moi maintenant, à l'heure actuelle, où je vous ai présenté le Mavic 3 RTK, Mavic 3 Enterprise, qui est quand même moins cher que ce drone-là, qui a un capteur micro 4 tiers et qui a des applications également dédiées pour la photogrammétrie, avec un shutter mécanique, jusqu'à une photo toutes les 0,7 secondes. Je pense que actuellement le Parrot arrive peut-être un petit peu tard par rapport à la concurrence, puisque pour le même prix, ou voire même moins cher, on a quelque chose qui est, selon moi, un peu plus efficace. Ensuite, on va pouvoir gérer des plans de vol directement sur la carte, en mettant des points avec différentes options pour chaque point, en fonction des différents paramètres. Ensuite, on a le mode caméraman qu'on pourrait assimiler au mode projecteur d'un drone DJI. Donc le drone va rester en statique. On va sélectionner une cible, que ce soit une personne ou quelque chose de fixe, et le drone va rester sur place tant qu'on ne le pilote pas. On va pouvoir le piloter, le faire se déplacer, et là, il va toujours verrouiller sa cible, mais il ne va pas la suivre de manière autonome. Donc on n'aura pas de fonctionnalité de suivi à proprement parler, par exemple pour suivre une personne avec ce drone.
On a un mode véhicule où là, c'est un peu spécifique. Alors, je n'ai pas testé parce qu'a priori, il faut décoller du véhicule. C'est plus une fonctionnalité qui est dédiée à décoller d'un véhicule en mouvement et à revenir s'y poser. Donc, je n'ai pas voulu tester pour ne pas prendre de risque parce que c'est un drone de près et coûte relativement cher. Mais voilà, a priori, ce drone est capable de décoller et de se reposer sur un véhicule en déplacement. Et on a une autre fonctionnalité qui est le Touchfly qui permet de fixer un point donc déterminé sur la carte via l'application et le drone va suivre ce point de manière très précise. Donc concrètement, au niveau de l'application, je dirais que c'est la force de ce drone. FreeFlight 7 est très complète. On a pas mal de fonctionnalités qui sont un petit peu atypiques par rapport à ce qu'on connaît, qui sont dédiées au drone. Au niveau de l'ergonomie, j'aime beaucoup l'interface qui est séparée entre la vue caméra et la vue carte. Alors ça nécessitera quand même un écran relativement grand pour pouvoir avoir toutes les informations de manière précise. Sur le haut, on va trouver les informations de télémétrie, de cap, etc. On va pouvoir paramétrer des barrières virtuelles pour limiter la distance horizontale ou verticale du drone. On aura également la fonction RTH, retour à la maison. Mais contrairement au drone DJI, on n'aura pas de no-fly zone. Et donc ce drone, lorsqu'on a la détection d'obstacles activée, il va analyser en continu l'environnement dans lequel il va évoluer, il va modéliser ça et il va se déplacer justement dans cet environnement pour éviter les obstacles. Alors ça a du bon lorsqu'on fait une prise de vue, il suffit d'avancer et le drone lui va se déplacer, même s'il y a des obstacles, il va se frayer un chemin. C'est relativement efficace. En revanche, c'est très difficile dans ce mode-là de faire une belle ligne droite puisque lui, il va sans cesse analyser l'espace qui est devant lui et il va se déplacer. Donc parfois, c'est très dur de faire une ligne droite au milieu d'obstacles sur les côtés. Ça peut même arriver en espace complètement dégagé lorsqu'il y a du soleil. Il est souvent aveuglé par le soleil. Parfois, j'arrive même plus à déplacer le drone en mouvement de roulis. J'ai beau pousser le manche, lui doit détecter un obstacle alors qu'il n'y en a pas. C'est uniquement la lumière, en fait, je pense qu'il éblouit et donc il ne se déplace plus. C'est impossible à déplacer. Il faut le déplacer dans l'autre sens, faire un tour, essayer de revenir. Et donc même lorsque vous souhaitez faire une belle ligne droite, si c'est face au soleil, eh bien, il y a de fortes chances que votre ligne droite ne soit plus droite du tout. Donc j'ai fait le même plan avec un Mavic 3 et avec la Nafi AI et on peut voir la différence. Donc cette détection d'obstacles, parfois, elle est un petit peu trop zélée, je dirais. Et parfois, il faut désactiver la détection d'obstacles si vous voulez faire une belle ligne droite dans un espace un petit peu encombré. Alors globalement, mon impression de ce drone après quasiment 2 semaines d'essai, je dirais que c'est un drone, encore une fois, original, atypique, mais j'aime bien ça. Maintenant, il y a des choses perfectibles. Je pense qu'il arrive peut-être un petit peu tard à maturité, puisqu'il a été annoncé il y a quelques temps, et la concurrence va très très vite. Le drone, en termes de technologie, ça avance très très vite, et on l'a vu avec les derniers Mavic 3 Enterprise, qui, à mon avis, au niveau rapport qualité-prix, eh bien, sont moins chers et offrent plus de performance. Donc je dirais que malheureusement, le plus gros inconvénient de ce drone-là actuellement, c'est son prix. Son usage, eh bien, a priori, c'est vraiment plus destiné pour des missions de photogrammétrie, de topographie. Ce n'est pas un domaine dans lequel j'excelle, donc forcément, je ne peux pas trop vous donner mon avis là-dessus. Mais on a quand même un avantage certain avec ce drone-là, c'est que le SDK est ouvert open source, c'est-à-dire que si vous voulez développer vos propres applications, alors il est déjà compatible avec la majorité des applications, Pix 4D et bien d'autres logiciels. Donc en termes d'usage et d'ouverture au niveau des applications, je pense que c'est là son point fort. Maintenant, est-ce que ça vaut vraiment le prix? Est-ce qu'on peut s'en servir pour faire de l'image, photo, vidéo? Là encore, je dirais que par rapport à un Mavic 3 Ciné par exemple, eh bien, il est un petit peu en retrait par rapport à sa taille de capteur déjà, hein, puisqu'un Mavic 3, on va avoir même sur un Mavic 3 standard un capteur micro 4 tiers pour un prix dans sa version standard pour le Mavic 3 bien inférieur. Alors un autre avantage, c'est la sécurisation des données. Parrot insiste beaucoup sur ce fait-là. Donc pour ceux qui seraient frileux à l'idée de voler avec des drones DJI, eh bien Parrot c'est une alternative. En plus, c'est une société française. Alors, c'est un drone français, donc vous pouvez acheter Made in France en achetant donc ce drone-là, mais il est quand même fabriqué en Chine, donc il faut le savoir. Donc ça ne va pas changer grand-chose quand même au final. Et chose que je trouve regrettable pour une marque française, c'est que la majorité des documentations que je trouve sur le site officiel, c'est en anglais. Donc celui qui veut acheter français pour justement soutenir un petit peu le marché français, eh bien, il va devoir apprendre l'anglais, il va devoir maîtriser l'anglais pour utiliser ce drone, pour lire le mode d'emploi, pour avoir les différentes ressources dessus. Et ça, j'avoue que je trouve ça un petit peu dommage. Merci encore à Parrot de m'avoir permis d'essayer ce drone-là. Et d'ici là, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!